Pourquoi il y a une feuille de la plante qui bouge toute seule? Étrange cette histoire. Je me rends compte que plus je filme ici, plus vous avez de plantes dans le cadre. Bientôt ça va être une jungle bibliothèque et j'adore. C'est trop cool. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler roman policier et j'en ai choisi 4, tous très différents les uns des autres, pour que vous puissiez choisir vraiment celui qui pourrait vous plaire le plus si jamais vous voulez découvrir le genre qui peut être un petit peu particulier et un petit peu effrayant de prime abord quand on connaît pas du tout, parce que l'offre est vraiment immense et si on ne sait pas trop, si on préfère du cosy, du très gore ou du presque horreur, ça peut être un petit peu compliqué. Du coup, j'en ai choisi 4. Un cozy mystery, un qui va être très réaliste, un qui va un peu plus s'approcher de l'horreur, et un autre qui va être avec des accents un petit peu paranormaux, et qui est un beau mix, selon moi, entre le roman policier avec une jolie part de fantastique. Le premier que je voudrais vous présenter, je l'avais lu à l'époque sur NetGalley un tout petit peu avant sa sortie, et c'est Les Mystères de Byton Cove de Laetitia Stevie. Donc, du coup, comme je l'ai lu sur NetGalley, je ne l'ai pas ici, mais je vous mets le quelque part. Il y aura la couverture. Il y a 3 tomes. Je n'ai lu que le premier, mais je vais vous parler du livre et je vais vous expliquer pourquoi j'ai lu que le premier. C'est le seul cosy que j'ai lu, déjà. Et on va suivre Ruby, qui a 20 ans, qui est française, et qui part étudier aux États-Unis à Byton Cove. C'est son rêve de toujours d'aller étudier là-bas, donc elle est très contente, et un petit peu effrayée aussi, de traverser l'Atlantique et de découvrir du coup cette ville où elle connaît absolument personne. Elle a donc cette envie-là, mais elle a aussi une mission. Sa grand-mère vient de décéder. Elles étaient très proches. Et un des derniers vœux de sa grand-mère, c'est qu'elle aille poser un médaillon sur la tombe de quelqu'un en particulier. Ce quelqu'un, c'est Emily Nolan. Elle va donc arriver aux États-Unis et à Byton Cove, et elle va très simplement demander où se trouve cette tombe. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu parce que Emily Nolan serait apparemment la meurtrière d'un écrivain à succès et donc son nom est un petit peu tabou. On n'en parle pas, on la cache. Ruby va devoir enquêter un petit peu sur cette femme, surtout qu'elle ne savait pas que déjà qui est Emily Nolan pour sa grand-mère, pourquoi elle doit déposer ce médaillon, et elle va devoir déterrer des secrets de famille pour pouvoir exaucer ce dernier souhait. Elle se rend compte qu'elle connaissait peut-être pas si bien sa grand-mère que ça, parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait étudié aux États-Unis. Elle se retrouve à essayer de retrouver les copines de sa grand-mère, qui auraient été du coup peut-être amies avec cette Emily Nolan, et elle va chercher à comprendre un petit peu ce qui se passe. Selon moi, c'était un très bon premier tome. Il y en a 2 autres, comme je vous ai dit au début, que je n'ai pas lus, qui sont sortis déjà, qui sont dispo, et qui ont apparemment des très bons retours, donc je peux que vous les conseiller au vu du tome 1. Mais pour moi, ça va pas assez loin, c'est pas assez cru, c'est pas assez réaliste, parce que c'est ce que j'aime dans le roman policier. Donc j'avais envie de tester quand même un cosy pour pas mourir bête, clairement. Mais je pense pas que ce soit mon genre. Alors peut-être qu'à un moment je retesterai un autre cosy, je sais pas honnêtement. Mais pour le moment, c'est pas ce dont j'ai envie. Donc ça, c'était pour la partie plutôt tranquille du roman policier, à mon goût. Si on cherche un roman policier un petit peu plus réaliste, on peut se tourner vers... Oh la bricasse! On peut se tourner vers la trilogie 93 d'Olivier Norek. Comme le titre l'indique, trilogie 93, c'est une trilogie. Donc vous pouvez les lire, en lire juste un. C'est ce que j'avais fait à l'époque avant de voir qu'il le sortait en trilogie. Il est composé de Code 93, Territoire et Surtension. À l'époque, j'avais lu uniquement Code 93, du début à la fin, c'était très bien, je me suis éclatée. Et quelques temps après, j'ai vu qu'en fait, il sortait donc cette trilogie. Et à l'époque, lire uniquement Code 93, j'avais pas eu besoin de suite. Donc si jamais vous n'avez pas envie de vous trimballer avec un gros pavé comme ça,
c'est complètement possible. Olivier Norek a été capitaine de police au Quai des Orfèvres à Paris pendant presque 20 ans avant de se lancer dans l'écriture. Pourquoi c'est important comme information? Parce que chaque procédure, chaque processus et chaque enquête est teintée d'un réalisme dingue. Et c'est vraiment ce que je recherche, moi, quand je lis un roman policier. Donc, quand c'est cru, c'est réellement cru. Mais c'est génial, c'est très immersif, c'est presque essoufflant parce qu'en fait, on va suivre toujours la même équipe de policiers sur des enquêtes différentes. On va ressentir aussi, je trouve, leur fatigue avec le suspense qui met. On sent vraiment cette tension monter et j'adore, c'est haletant au possible, c'est ultra prenant, impossible à lâcher selon moi. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans le dernier, donc dans Surtension, on suit à part égale cette équipe de policiers qui va enquêter avec le point de vue du coupable. J'ai adoré cette alternance-là, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Du coup, on en vient à se poser un petit peu des questions. Et c'était génial. À la fin de cette trilogie, on a 2 petites nouvelles qui étaient vraiment géniales, je trouve, qui s'appellent «Regardez les voitures s'envoler» et l'autre s'appelle «Gloria». En plus de cette trilogie, vous avez en bonus, voilà, 2 petites nouvelles sur la fin que j'ai trouvées très bien, honnêtement. Mais après, moi, j'adore Olivier Norek aussi, donc forcément. Donc voilà, si jamais vous voulez tester du cru, du réaliste, vous pouvez tester cet auteur. À savoir que vous pouvez lire Code 93 d'un côté sans forcément lire la suite. Si vous avez aimé, vous pouvez prendre cette petite brique qui peut faire également arme blanche ou calmeuble. Vous devez avoir l'habitude maintenant, mais je ne peux pas faire une vidéo sur le roman policier, vous conseiller des romans policiers sans mes 2 gros chouchous, mes 2 auteurs vraiment favoris de l'univers. Donc le prochain, c'est un Maxime Chatham avec ses pages noires qui ressortent carrément blanc argenté à la lumière, mais elles sont vraiment noires. Et tout est encadré comme ça, incroyable. Pourquoi j'ai choisi celui-ci parmi la bonne vingtaine que j'ai? C'est tout simplement parce que c'est un des seuls, je trouve, à avoir un côté horreur. Et comme je choisissais des romans vraiment différents pour faire la vidéo, je me suis dit qu'en rajouter un avec un petit côté horreur, ça pouvait être pas mal. En plus de ça, c'est un one-shot, comme d'habitude, on s'embête pas avec 12 tomes et ça, on aime. Ici, on suit la famille Spencer qui vient d'aménager à Mahingan Falls aux États-Unis et tout se passe bien jusqu'à ce que, à force d'aller en ville et de parler avec les habitants qui sont là depuis plusieurs années, voire depuis toujours, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de rumeurs sur de la sorcellerie. Alors, elle n'est pas au niveau de Salem et des massacres de Salem, mais franchement, on n'est pas si loin. La ville serait apparemment hantée, les communications se brouilleraient très régulièrement et on entendrait des cris atroces, presque humains, on sait pas trop ce que c'est, qui viennent de la forêt. On est sur une enquête, plutôt un thriller parce qu'on a certains points de vue qui sont du shérif local, mais pas que. On a aussi les enfants de la famille, du coup, Spencer. Et même si je suis pas du tout adepte de l'horreur, les gars, j'ai eu peur d'E.T. quand j'étais petite. Pour moi, ça, c'est le summum de l'horreur, vraiment. Je n'aime pas l'horreur. Mais pour autant, il fait frissonner. Il est prenant à souhait. J'ai eu du mal à le lâcher, même si certaines fois, le soir, je me suis dit, bon, on va faire une petite pause parce que je suis pas sûre de dormir, honnêtement. On a des éléments, du coup, qui sont un petit peu surnaturels, mais ce que j'aime beaucoup avec l'écriture de Maxime Chatham, c'est que même quand il vient mettre du surnaturel dans ses histoires, on a une explication logique à la fin. On te laisse pas avec un les fantômes existent, point. Non, il y a toujours une explication. Quand les communications se brouillent, on a une explication au cri et à plein d'autres éléments que, évidemment, je ne vais pas vous dévoiler ici, sinon ça ne sert plus à rien de lire le roman. Mais donc, j'avais vraiment adoré celui-ci. S'il y a un Chatham à lire pour commencer, si on aime un petit peu l'horreur, comme je disais, il est vraiment parfait. Et le dernier, on reste dans la sorcellerie. On reste cette fois-ci à Salem, et vous le voyez un petit peu dépassé. On reste à Salem avec
Les ombres de Salem de Stéphane Gallas. Ici, on suit également une famille qui vient de s'installer à Salem et on a plusieurs points de vue parce qu'on va suivre majoritairement Dwayne qui a 16 ans, qui est l'ado de la famille et qui a 2 sœurs, et leur père, Mickey, qui est, de mémoire, shérif. On suit donc Dwayne qui a 16 ans et qui subit une grosse agression mais qui n'en a plus énormément de souvenirs. Elle a que des flashs et du coup avec ses sœurs, elle va enquêter pour savoir un petit peu, qu'est-ce qui lui est arrivé véritablement. D'un autre côté, on a le détective Bosco qui enquête proche de cette ville sur un tueur en série. Il s'avère que ces 2 petites enquêtes, enfin petites pour Dwayne et grosses pour Bosco, vont peut-être se rejoindre. Évidemment que je n'ai pas pu lâcher ce livre. On rentre très rapidement dans l'histoire, un peu comme avec un Maxime Chatham, mais ça, je le dis à chaque fois, donc je vais peut-être arrêter de me répéter. C'est génial au possible. Son seul petit défaut, je trouve, c'est qu'il n'a pas de trigger warning et je pense qu'il en aurait besoin. Maintenant, c'est difficile de faire du trigger warning sur du roman policier, à mon sens, parce que si on met des trigger warnings, ça veut dire qu'on va dévoiler ce qui se passe dans le livre et c'est dommage. Mais moi, je peux vous donner les trigger warnings en privé si vous le souhaitez. Disons que c'est pour un public qui n'est peut-être pas sensible sur les sujets d'agression, disons très largement. Les personnages sont extrêmement bien construits et on les déteste. Il y en a un en particulier, je sais plus comment il s'appelle, je l'avais détesté au plus haut point. Mais c'est pas juste les yeux en l'air et juste il m'a fait souffler. Non, j'ai voué une haine vraiment viscérale pour ce personnage, mais parce qu'il est très bien écrit et on a envie de l'insulter parce que tout est très cohérent dans le développement de ce personnage en particulier, dans son évolution, tout est logique. Mais du coup, on aime le détester pour ça. C'était vraiment incroyable, donc je vous le conseille 1000 fois, même si voilà, si jamais vous êtes sensible sur tout ce qui est agression, disons au sens large, je pense que du coup ça ne sera pas pour vous. Mais les autres, si vous voulez vous lancer dans le polar, lisez-le, je vous en supplie. Et ben voilà, on a fini notre petit tour et notre petite présentation de 4 romans policiers, tous très différents, pour pouvoir commencer dans le genre, si jamais vous savez pas par où commencer, justement. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres idées de titres qui pourraient plaire pour commencer dans le roman policier slash thriller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait être vraiment très cool d'avoir aussi d'autres titres et d'autres conseils, et j'aimerais bien les découvrir. Merci à tous et bonne lecture!